La chanson de Roland, épopée, héros et héritage d'un mythe français. Imaginez la France du XIe siècle, traversée par les récits des troubadours et des jongleurs, où chaque place de village résonne des exploits de preux chevaliers. Au cœur de cette effervescence culturelle naît une œuvre monumentale, la chanson de Roland. Ce poème épique, considéré comme la plus ancienne œuvre majeure de la littérature française, va façonner l'imaginaire collectif, incarner l'idéal chevaleresque et marquer durablement la notion même d'identité nationale. Dans cette vidéo, nous allons plonger au cœur de la chanson de Roland, explorer ses origines, ses personnages, ses enjeux, et comprendre pourquoi, près de 1000 ans plus tard, elle continue de fasciner et d'inspirer. Partie 1. Aux origines de la légende, entre histoire et mythe. La chanson de Roland s'inscrit dans un contexte historique précis, la bataille de Roncevaux, survenue en 778, lors de la campagne de Charlemagne en Espagne. Pourtant, l'œuvre s'éloigne très vite de la réalité pour devenir une fresque légendaire. Selon les chroniques d'Éginard, secrétaire de Charlemagne, la véritable embuscade de Roncevaux fut l'œuvre des Vascons, ancêtres des Basques, désireux de venger le sac de Pampelune par les Francs. Mais dans la version chantée par les poètes, ce sont les Sarrasins, représentants d'un Orient fantasmé, qui deviennent les adversaires des chrétiens, transformant la bataille en symbole du choc des civilisations. Ce glissement du fait historique vers le mythe n'est pas anodin. Il répond à une nécessité de l'époque, donner à la France naissante une épopée fondatrice, à l'image de l'Iliade pour les Grecs ou de l'Énéide pour les Romains. La chanson de Roland, transmise oralement avant d'être fixée par écrit vers 1090, va ainsi cristalliser les valeurs de bravoure, de fidélité et de sacrifice au service du souverain et de la foi. Partie 2, structure et style, la force du récit épique. La chanson de Roland se compose de plus de 4000 vers, répartis en 291 laisses, ces strophes irrégulières caractéristiques de la chanson de geste. Chaque laisse est bâtie sur l'assonance, c'est-à-dire la répétition d'un même son vocalique à la fin de chaque vers, ce qui confère au texte une musicalité particulière, propice à la déclamation publique. Le style est direct, sans fioritures psychologiques. Les personnages sont campés par quelques traits saillants. Roland incarne la loyauté et l'ardeur, Olivier la sagesse et la prudence, Ganelon la perfidie, Charlemagne la majesté et la foi. Le récit avance à un rythme soutenu, alternant scènes de bataille, dialogues tendus et moments de recueillement. La narration use de procédés de répétition et de parallélisme, permettant de marteler les thèmes centraux et de renforcer la tension dramatique. L'action prime sur l'introspection. Les héros agissent, combattent, meurent, mais leur pensée intime demeure le plus souvent implicite. Ce choix narratif donne à l'épopée une dimension universelle, chaque spectateur pouvant projeter ses propres émotions sur ces figures exemplaires. Partie 3. Les grandes parties de la chanson de Roland. Pour mieux comprendre la richesse de l'œuvre, arrêtons-nous sur ces 4 grandes parties, telles qu'elles apparaissent dans le manuscrit d'Oxford, le plus ancien et le plus complet. 1. La trahison de Ganelon. Tout commence par une négociation de paix entre Charlemagne, qui assiège Saragosse depuis 7 ans, et le roi Marsile, chef des Sarrasins. Pour porter ces conditions, Charlemagne envoie Ganelon, son beau-frère, qui ressent cette mission comme une insulte, persuadé que Roland, son propre beau-fils, cherche à le faire périr. Rongé par la rancœur, Ganelon trahit les siens. Il livre à Marsile le secret du passage de l'arrière-garde, commandé par Roland. 2. La bataille de Roncevaux et la mort de Roland. Marsile attaque l'arrière-garde dans le défilé de Roncevaux. Roland, accompagné de son fidèle ami Olivier et de l'archevêque Turpin, résiste héroïquement. Malgré la supériorité numérique de l'ennemi, les Francs se battent avec une vaillance inouïe. Olivier supplie Roland de sonner l'olifant pour appeler Charlemagne à la rescousse, mais Roland, trop fier, refuse d'abord, estimant qu'il serait honteux de demander de l'aide. Ce n'est qu'au moment où tout espoir s'évanouit, après la mort d'Olivier, que Roland sonne enfin du corps, si puissamment que ses tempes éclatent. Il meurt en martyr, la main tendue vers l'Espagne, tandis que des anges emportent son âme au paradis. 3. La vengeance de Charlemagne. Alerté par le corps de Roland, Charlemagne revient précipitamment, mais trop tard pour sauver son neveu. Il livre alors une bataille acharnée contre les Sarrasins, aidé par l'intervention divine. L'arrivée de Baligan, roi de Babylone, et de ses renforts ne suffit pas à inverser le cours du combat. Charlemagne triomphe, Saragosse tombe, et les habitants sont convertis de force ou massacrés. 4. Le retour à Aix et le jugement de Ganelon. De retour à Aix-la-Chapelle,
Charlemagne fait juger Ganelon pour trahison. Après un procès exemplaire, le félon est condamné à être écartelé, châtiment suprême pour avoir livré Roland et l'arrière-garde à la mort. La justice du roi s'exerce avec rigueur, affirmant la primauté de la loyauté et du devoir sur les intérêts personnels. Partie 4. Roland, le héros absolu, entre lumière et ombre. Roland est l'archétype du chevalier médiéval. Neveu de Charlemagne, il incarne la bravoure, la fidélité et le sens du sacrifice. Mais il n'est pas exempt de défauts. Son orgueil, sa témérité et son refus initial de sonner l'olifant précipitent la perte de ses compagnons. Ce mélange de grandeur et de failles humaines rend le personnage profondément touchant et universel. Son amitié avec Olivier, fondée sur le respect et la complémentarité, donne lieu à des scènes poignantes, où la sagesse tempère la fougue. La mort d'Olivier, puis celle de Roland, sont décrites avec une intensité dramatique rare, magnifiant le courage jusqu'au bout de l'épreuve. L'archevêque Turpin, figure atypique du clerc guerrier, symbolise l'union de la foi et de l'épée. Sa présence sur le champ de bataille rappelle que le combat n'est pas seulement terrestre, mais aussi spirituel. La guerre menée par Charlemagne est présentée comme une croisade avant l'heure, opposant la chrétienté à l'altérité musulmane, même si cette lecture relève davantage du mythe que de l'histoire. Partie 5. Ganelon, la trahison personnifiée. Face à Roland, Ganelon incarne la figure du traître, du félon dont la rancune et l'orgueil vont précipiter la catastrophe. Sa trahison n'est pas seulement un acte individuel, elle menace l'ordre social, la cohésion du groupe, la stabilité du royaume. En cela, Ganelon est l'anti-héros par excellence, celui dont la faute appelle une sanction exemplaire pour restaurer l'équilibre rompu. Le procès de Ganelon, à la fin du poème, n'est pas seulement une scène judiciaire. Il s'agit d'un véritable rituel d'expiation, où la communauté se ressoude autour de la figure du roi justicier. La condamnation du traître réaffirme la primauté du collectif sur l'individuel, de la fidélité sur la vengeance personnelle. Partie 6. La chanson de Roland, miroir de la société médiévale. La chanson de Roland n'est pas qu'un récit de bravoure. Elle est aussi un document précieux sur la société féodale du XIe siècle. À travers ses personnages, ses valeurs, ses codes, elle nous renseigne sur l'idéal chevaleresque, la place de la foi, la conception du pouvoir royal, la vision de l'ennemi. Le texte exalte la fidélité au suzerain, la solidarité entre pairs, le sens du sacrifice pour le bien commun. Il oppose la France chrétienne, unie autour de Charlemagne, à un Orient fantasmé, souvent caricaturé, mais qui sert de repoussoir pour mieux affirmer l'identité collective. La dimension religieuse est omniprésente. Chaque bataille est placée sous le signe de Dieu, chaque victoire est interprétée comme un signe de la providence. La conversion forcée des vaincus, la destruction des lieux de culte musulmans, témoignent d'une vision du monde où la foi justifie la guerre, dans une perspective de croisade avant la lettre. Partie 7. La fortune littéraire et politique de la chanson de Roland. La chanson de Roland connaît un succès fulgurant dès sa création. Elle est récitée, chantée, adaptée, traduite dans toute l'Europe médiévale. Son influence est immense. Elle inspire d'autres chansons de gestes, façonne l'image de Charlemagne, nourrit l'imaginaire des croisades et contribue à forger une conscience nationale française. Au XIXe siècle, alors que la France cherche à se reconstruire après la défaite de 1870, la redécouverte de la chanson de Roland joue un rôle clé dans la réaffirmation de l'identité nationale. Gaston Paris, grand médiéviste, voit dans l'épopée la matrice de la nationalité française, un récit fondateur qui transcende les siècles et les divisions politiques. Aujourd'hui encore, la chanson de Roland demeure une référence incontournable. Elle est étudiée dans les écoles, adaptée au théâtre, au cinéma, à la bande dessinée. Elle continue de susciter débats et interprétations, notamment sur la question du rapport à l'autre, de la violence, du sacrifice, de la foi. Partie 8. Entre légende et actualité. Pourquoi la chanson de Roland nous parle encore? Si la chanson de Roland fascine toujours, c'est parce qu'elle pose des questions universelles. Qu'est-ce qu'un héros? Comment concilier courage et prudence, loyauté et libre arbitre? La figure de Roland, à la fois sublime et tragique, incarne ce tiraillement entre l'idéal et la réalité, entre la gloire et la chute. Dans un monde contemporain en quête de repères, l'épopée médiévale résonne comme un appel à la réflexion sur nos propres valeurs, nos engagements, nos choix. Elle nous rappelle que l'histoire n'est jamais figée, qu'elle se construit sans cesse à travers les récits, les mémoires, les interprétations. Partie 9.
La chanson de Roland à l'ère numérique, une nouvelle jeunesse. Avec l'avènement d'Internet, des réseaux sociaux, des plateformes vidéo, la chanson de Roland connaît une nouvelle vie. De nombreux créateurs de contenu, passionnés d'histoire ou de littérature, revisitent l'épopée sous des formes variées. Analyse, lecture, adaptation, débat. Sur YouTube, des vidéos cumulant des centaines de milliers de vues témoignent de l'intérêt persistant pour ce texte millénaire, que l'on redécouvre à la lumière des enjeux actuels. Rapport à l'autre, construction de l'identité, mémoire collective. Des discussions animées sur Reddit, Facebook ou X, ex-Twitter, montrent que la chanson de Roland n'est pas seulement un monument du passé, mais un objet vivant, qui continue de susciter passion et controverse. Les débats sur la figure du traître, sur la violence, sur la représentation de l'ennemi, trouvent un écho particulier dans une société en quête de sens et de dialogue. Partie 10. Conclusion. Roland, un mythe pour aujourd'hui ? La chanson de Roland n'est pas seulement un chef-d'œuvre littéraire. Elle est un miroir tendu à chaque époque, un récit fondateur qui interroge la nature humaine, la société, le pouvoir, la foi. À travers la grandeur et la chute de Roland, c'est toute la complexité de l'aventure humaine qui se donne à voir. La lumière du courage, l'ombre de la trahison, la force du collectif, la fragilité de l'individu. En redécouvrant la chanson de Roland, nous renouons avec une tradition millénaire, mais aussi avec les questions qui nous traversent encore aujourd'hui. Car si les héros meurent, les mythes, eux, ne cessent jamais de renaître. Si vous avez aimé cette vidéo et pour m'encourager à en produire d'autres, n'hésitez pas à aimer, partager et vous abonner.